Bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de Bien connu des services de police, le podcast qui revient sur le meilleur du polar au cinéma. Et cette semaine, la brigade cinéphile fait allégeance au parrain, on s'agenouille tous devant lui, on embrasse la bague de son immense cinéphilie, le capo des tutti capi, à savoir Gravelax. Gravelax, un très très grand merci d'être là avec moi ce soir. Grand merci à toi pour l'invitation et très honoré de faire partie des invités, d'être autour de la table de l'interrogatoire de ce podcast qui, avec les premiers épisodes, est rondement mené, qui permet vraiment de faire de brosser un beau tour d'horizon de la planète polardesque. Avant même de commencer, je rappelle qu'on te retrouve très régulièrement dans tout un tas de podcasts, à commencer par l'excellent Tu l'as vu, avec tes comparses Goubi et Kaza, et évidemment avec l'ami Mergreen, puisque je participe aussi, tous les deux on est vraiment des habitués, on a un petit peu notre rond de serviette là-bas dans Planet of the Tapes, un excellent podcast que vous retrouvez assez régulièrement aussi sur les plateformes. Avant d'attaquer le film qui nous servira de sujet aujourd'hui, c'est la tradition ce début d'émission, on va établir comme ça ta photo signalétique en 2 petites questions. Gravelax, question très simple, quelle est ta définition d'un bon polar ? Alors pour justement apporter ma contribution à la constitution de la métadéfinition qu'est le polar, donc j'ai entendu les différents intervenants qui avaient déjà évoqué les thèmes du destin, de la fatalité, d'une enquête marquante, un crime marquant et un système qui broie un héros. Moi, voilà, les 3 ingrédients qui me touchent le plus, alors c'est purement subjectif, pour un bon polar, c'est déjà avoir affaire à un héros qui a quelque chose à perdre. Soit la famille, soit des amis, soit des collègues. Et il y a une petite scène que parfois j'attends, alors c'est peut-être un côté un peu sadique, mais j'attends peut-être une scène justement où il y a un de ses membres qui se fait tuer et qui va influer le destin du héros, qui va peut-être devoir se venger, ou la scène comme ça où il y a la mort d'un membre de la famille, d'un collègue, etc., qui peut être au début, au milieu, à la fin du film, etc. Donc il y a cette partie-là. Deuxième chose, c'est la morale. Alors, attention, le thème de la morale personnelle, c'est pas la morale avec un grand M, c'est-à-dire des personnages qui ont leur propre code d'honneur, voire qui n'en ont pas, absence totale de morale, et qui vont devoir faire une entorse ou des entorses à ce code d'honneur, ce code personnel. Donc il y a cette partie-là. Et enfin, c'est juste au niveau peut-être de la forme ou du ton du film. J'attends d'un polar aussi qu'il soit nerveux et qu'il y ait une tension, soit qu'il soit ponctuel pour pas gâcher trop l'effet, ou si elle est là tout le temps, qu'il y ait une montée en tension. Donc voilà un peu les 3 ingrédients de ce que j'attends à titre personnel d'un bon polar. Et enfin, question beaucoup plus difficile, Gravelax, quel est ton polar préféré ? Alors, j'avais entendu l'invité précédent qui avait eu le droit à 2 réponses, il avait un peu triché, donc je vais dire juste mon polar de chevet qui est, en tant que fan de Belmondo, qui est Peur sur la ville, le premier rôle de flic de Bébel dans Riverneuil en 75. Un film français qui a quand même une petite part de giallo dedans, c'est plutôt pas mal, 40 minutes d'action non-stop, Minos, le fameux méchant avec l'œil de verre, et puis les seconds rôles, Charles Denner, Rosy Vart, et la musique de Morricone. Mais ça n'est pas ce polar de chevet qui est un peu classique, donc je préfère aller vers quelque chose de plus original, et ça serait un thriller policier, c'est Chacal, pas Le Chacal, mais Chacal de Fred Zinman de 73, donc c'est pas le pseudo remake avec Bruce Willis et Richard Gere, c'est justement ce film qui où le projet c'est de tuer De Gaulle, on est en 63, par les membres de l'OAS, et qui vont engager un tueur étranger qui est qui agit sous couverture, qui est tellement professionnel que en gros la mission c'est comme si elle était déjà pliée, elle est difficile mais pas impossible, et en fait j'aime beaucoup dans ce film là, c'est un vrai travail de policier, c'est-à-dire que c'est différents policiers qui vont se succéder. On est encore en 73 et puis même 63 dans le film, que chaque renseignement, chaque quête, elle est très compliquée à avoir et que ça demande du boulot. Et en fait, le policier principal qui va être le gros adversaire du Chacal, joué par Edward Fox, c'est Michael Lonzal, mais il apparaît au bout de 50 minutes. Et en fait, on voit que là, ça commence à être beaucoup plus compliqué pour lui. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans le Chacal, et quand on connaît le remake, c'est que vraiment, il a 36 plans, plan B, plan C, plan D, plan Z, pour au cas où il y a un imprévu.
Et en fait, c'est ça, c'est que on se dit comment les policiers vont s'en sortir, et c'est une vraie enquête. Pour moi, c'est ça, c'est un thriller policier, mais avec plein de second rôles aussi, plein de gueule, comme on disait, hein, Jacques François, même parfois pour une scène, hein, voilà, Jean Martin, etc. Donc voilà, c'est plutôt ce thriller policier qui m'attire, parce que c'est vraiment le boulot de policier qui est très compliqué, sans les moyens modernes, hein, voilà, qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est celui-là que je voudrais mettre en avant, Chacal, de 73. Eh ben, accroche-toi bien, j'ai vu le remake avec Richard Gere et Bruce Willis. Eh ben, j'ai chopé Chacal, le Fred Zinman, il y a quelque temps, mais je ne l'ai jamais vu. Donc là, maintenant, grâce à toi, je vais pouvoir m'y plonger dans les prochains jours. Je vais enfin voir le film. Merci beaucoup. Nouvel épisode du coup pour un nouveau dossier qui nous emmène cette fois-ci du côté de Milan et de l'Italie des années de plomb avec l'un des plus grands sommets du Poliziotesco, ce filon transalpin qui déferla comme ça sur les années 70 avec des polars la plupart du temps extrêmement violents, musclés, droitards, avec entre autres en tête d'affiche Maurizio Merli, Thomas Milian ou encore Franco Nero. Donc un film un petit peu quand même à contre-courant du genre avec l'excellent Milan Calibre 9, réalisé donc en 1972 par Fernando Di Leo, dans un contexte un petit peu chargé, on va dire, politiquement, donc les années de plomb, voilà, entre la fin des années 60 et on va dire le début des années 80, des attentats à la fois de l'extrême gauche, de l'extrême droite, des attentats à la Piazza Fontana par exemple, jusqu'à l'assassinat de Aldo Moro, hein, qui fut président du Conseil des ministres, en passant par les Brigades Rouges, le réseau Gladio. Et voilà, on voulait mettre en avant comme ça ce cinéaste, Fernando Di Leo, un cinéaste quelque peu oublié, on va dire, pendant pas mal d'années, et qui est un petit peu revenu en grâce, notamment grâce à Quentin Tarantino, hein, qui considère Milan Calibre 9 comme le meilleur policier, on peut le dire, du cinéma italien de tous les temps. C'était quelqu'un de très lettré, très cultivé, un scénariste qui a beaucoup bossé sur des western spaghetti bien qu'il n'en ait jamais réalisé un, donc on peut citer pour une poignée de dollars et pour quelques dollars de plus, Le temps du massacre de Lucio Fulci, Navarro Joe de Corbucci par exemple. Un homme qui était vraiment, comme je vous l'ai dit, très structuré, on va dire, politiquement, très à gauche, communiste, presque anarchiste, quand tu vois ces films qui sont quand même d'une noirceur et d'un nihilisme quand même assez total, et qui est quand même un petit peu on va y revenir, hein, à contre-courant quand même du Poliziotesco, où en gros c'est vraiment la loi du talion, et lui justement, et c'est peut-être ça aussi la vraie différence, on le comparait comme ça à Jean-Pierre Melville, on disait que c'était un peu le Melville italien, et c'est vrai que quand on voit Milan Calibre 9, on n'est pas loin au niveau du récit d'un film comme Le Deuxième Souffle. Même Gastone Moschine, l'acteur principal, qui a comme ça, je trouve, une gueule un petit peu à la Ron Perlman. Quand j'ai revu le film, je me suis dit, ah ouais, il me rappelle quelqu'un. Il a vraiment ce côté bourru, trapu, de Lino Ventura, très corporel. Mais c'est vrai que Di Leo, on le compare à Melville, mais il est quand même beaucoup moins poétique, il est beaucoup plus réaliste, il est beaucoup plus dans le dur. Il n'y a pas ces figures abstraites, par exemple, ou idéalisées qu'on pouvait retrouver chez Jean-Pierre Melville, par exemple. Oui, tout à fait. Enfin, pour Di Leo, c'est vrai qu'il faut penser qu'on est un peu même avec Milan Calibre 9, on est un peu dans le haut du panier. Hein. On commence par quasiment le meilleur Poliziotesco. Et en fait, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire que Poliziotesco, il y a aussi plusieurs âges. C'est vrai qu'on est sur une dizaine d'années de films, mais que, par exemple, pour Milan Calibre 9, on est sur le premier âge. C'est-à-dire qu'on est sur le premier âge qui est plutôt réaliste et qui s'inspire réellement de ce qui se passe en Italie avant d'avoir des deuxième, troisième âge du Poliziotesco qui s'inspire de Dirty Harry et qui s'inspire de La Justice dans la ville, par exemple. Ou encore Le Parrain, si on prend les films de mafia, mais c'est un peu sur le côté. Et donc, en fait, Di Leo, c'est vrai qu'il est dans cette veine-là des premiers... Enfin, ce qu'on va appeler le Poliziotesco réaliste. Le genre, il avait été ouvert par Bandit à Milan de Carlo Lizzani. Hein, et le but, c'était de montrer cette nouvelle violence, la fin d'un banditisme romantique,
c'est un peu ça l'idée, et donc de montrer crûment comment la police doit s'adapter à ce nouvel âge du banditisme qui a perdu en fait sa superbe et qui est beaucoup plus individualiste et comment dire, voire sadique, etc., qui perd un peu ses codes d'honneur. Donc en fait, c'est vrai que Di Leo, lui, il est clairement dans cette partie-là où il s'inspire de Melville, et d'ailleurs, il a une dent assez dure sur ce qui suivra dans le policiotesco. Mauricio Merli, par exemple, il dit que les films où Merli est dedans, c'est pas réaliste du tout. C'est des films qui sont faits pour faire du pognon, qui brossent le pouvoir dans le sens du poil. Donc voilà, qui n'ont pas trop de problèmes, je vais pas dire qu'ils sont lisses, parce qu'ils ont quand même, ils répondent au code du genre. Et pour Di Leo, c'est vrai qu'il y a cette veine-là proche de Melville. Pour Moskin, c'est vrai qu'on on pourrait très mal le comparer aussi à Statham s'il y avait un remake à faire de nos jours, peut-être du film. Statham, il aurait bien cette gueule-là, un peu impassible. Et non, c'est vrai que même Di Leo, c'est vrai qu'il avait même envisagé, c'était prévu de travailler avec Melville. Et ben justement, on l'évoquait un petit peu entre nous hors antenne, et c'est ça qui est génial avec toi, c'est qu'on apprend des tas de choses. Donc effectivement, tu m'as appris. Melville, Di Leo, finalement, même combat alors. Bah, même combat, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette. Dans Milano, Milan calibre 9, Di Leo reconnaît lui-même s'être inspiré du Deuxième Souffle, avec ce gangster qui sort de prison et qui va être à la fois poursuivi par des complices, et aussi un peu par la police qui veut s'en servir pour faire tomber l'organisation de l'Américain, le parrain local. Et en fait, oui, c'était par l'intermédiaire de Raymond Pellegrin, qui est dans le Deuxième Souffle, qu'il a pu faire la connaissance de Melville. Et ils avaient prévu, donc c'était le Melville qui était en fin de vie, qui était malade. Donc c'est vrai qu'on était dans ces dernières années avec Un flic, par exemple. En 72 aussi. C'est ça. Et Di Leo avait proposé un film un scénario qui s'appelait Les Derniers Professionnels. Et donc c'est très dans la veine de ce qu'il fera aussi après. C'est avec des personnes, policiers, voyous ou simples kidam qui sont sur le fil du rasoir, qui doivent choisir entre deux morales, entre deux mondes. Et en fait, l'idée, c'était d'avoir un policier à la retraite et un grand voyou qui est en prison. Et en fait, ces deux-là se sont suivis durant toute leur vie professionnelle, on va dire ça comme ça. Et en fait, le policier à la retraite, qui dans son pavillon de banlieue, refuse cette petite vie misérable et veut monter, calcule pour faire un grand coup. Et pour cela, il va, c'est ce qui était prévu dans le scénario, il va prévoir de faire évader le caïd, et en fait les valeurs morales qu'ils avaient à la base vont changer, c'est-à-dire que le policier va avoir les valeurs du voyou et les voyous les valeurs du policier, et ça devait être en fait une coproduction, donc il devait y avoir Lino Ventura dans le rôle du policier et Anthony Quinn dans le rôle du caïd. Et en fait voilà, il a pu faire un traitement de 30 pages. Melville l'a annoté avec cet ajout des deux personnalités qui changent, qui fusionnent, et, l'un qui prend la place de l'autre. Et donc finalement, Di Leo avait fait 80 pages, mais Melville s'est éteint, et ce film, Les Derniers Professionnels, n'a jamais pu se faire, mais voilà, ils devaient travailler ensemble. C'est marrant parce que comme ça, tu vois, de prime abord, vu l'histoire que tu nous racontes, ça me fait penser un peu au choix des armes de Alain Corneau, ce rapport entre la nouvelle et l'ancienne génération, mais qui est plus d'un point de vue vraiment, on va dire, gangster. Bon. Tout à fait. Ouais. Quand on parle aussi de Fernando Di Leo, il y a un nom qui est quand même assez présent dans son œuvre, c'est aussi Giorgio Sciarbanenko, qu'on appelait lui le Simonon un petit peu italien, un écrivain voilà, qui a écrit beaucoup de romans noirs, et qui comme ça, à travers le polar, a décrit généralement la ville de Milan, hein, c'est quand même un peu sa ville de corps. Des quatre coins, on pourrait dire, de la ville, des coins les plus mis en avant, comme Il Duomo, qu'on retrouve justement au tout début dans la séquence extraordinaire, mais on va y revenir d'ouverture du film, à la séquence pré-générique, à des coins, à des quartiers beaucoup plus minables, beaucoup plus sordides. Et il a vraiment tenté, comme ça, d'analyser, on pourrait dire presque sociologiquement, la ville de Milan. Son personnage culte, c'était Duca Lamberti, qui était un commissaire, qui était un ancien docteur, qui a été rayé de l'ordre des médecins parce qu'il était pour l'euthanasie.
Et pour la curiosité, entre guillemets, ce personnage, on le retrouve dans Cran d'arrêt de Yves Boisset, qui fut l'une des tentatives, par exemple, de Giallo, et en plus c'est très bien, puisque tu as cité Port sur la ville, on est dans cette tradition-là, ces tentatives-là, ces curiosités-là. Donc Yves Boisset a aussi un petit peu adapté les écrits de Cherbanenko, et il faut dire que Milan Kalibronov s'inspire de plusieurs récits, en fait, de l'auteur, et Di Leo a vraiment apporté, a vraiment créé le personnage exprès pour le film de Hugo Piazza, du coup joué par Gastone Moschine. Oui, tout à fait. Pour Serbanenko, en fait, l'idée, c'est que c'est vraiment un stakhanoviste de l'écriture. Il a fait un peu tous les genres et en fait, il avait plusieurs alias et chaque alias avait son genre de prédilection. Cette partie-là. Mais en fait, quand je parlais de Bandit à Milan. De 68, et c'est vraiment le film qui Serbanenko aimait aussi le cinéma, qui a fait un tic dans sa tête en disant oui, je vais décrire ce nouveau banditisme, et finalement il a fait une œuvre sur très peu de temps, parce que Bandit à Milan c'est 68 et en fait il est mort en 69, et ce qui fait que en très peu de temps, pour vous montrer vraiment la cadence de travail du bonhomme, il a pu faire la tétralogie du Lamberti, qui est maintenant hérédité chez Galdemaster. Il y a les 2 premiers volumes. Donc il y avait Cran d'arrêt, qui est Vénus privée, l'adaptation de Vénus privée. Faut penser aussi que Di Leo avait fait La jeunesse du massacre, juste avant Milo Kalibronov, qui est aussi un du Lamberti. Et il y avait aussi La mort remonte à hier soir. Donc c'est Tesari qui a fait ça en 70, qui est aussi un des 4, enfin qui fait partie des 4 du Lamberti. Et quand il est mort, il y avait déjà 3 scénarios, 3 brouillons des aventures de Duca Lamberti. Et il a fait, en fait, oui, tu as raison, tout à fait, un recueil de nouvelles, Milan Kalibronov, qui sont à peu près des nouvelles d'une vingtaine de pages. Et Di Leo, en effet, a pioché dans 3 de ces nouvelles. Pour la première chose, les 2 scènes de la gare, plutôt la scène des coursiers qui se passe un colis de main à la main. Donc au début, il y en a une aussi au milieu du film, même si ça correspond plus à celle du milieu du film. Voilà, parce que la fin est différente. Et en fait, il a donc ça doit être comme ça, gare centrale, ça doit être ça, quelque chose comme ça, supprimé immédiatement ou arrêté immédiatement. Et après, il y a 2 nouvelles où il a pioché plutôt pour le physique, l'allure de Hugo Piazza, qui est un personnage inventé de toutes pièces par Di Leo, et aussi un petit peu le côté où il vit avec une fille un peu gogo danseuse, des choses comme ça. Donc ce qui fait qu'on a et puis le fait d'avoir aussi quelqu'un qui est toujours poursuivi son passé a du mal à partir, en fait. Donc voilà, donc Di Leo en fait a vraiment fait une création de plusieurs nouvelles, enfin à partir de plusieurs nouvelles, et puis il s'en servira encore pour le film qui arrivera après dans cette trilogie du milieu avec le boss, c'est La Malordina, donc Passeport pour 2 tueurs. Il va piocher aussi dans ce recueil de Milan Kalibronov pour ce second film aussi. Oui, parce on l'a pas signalé au début d'émission, mais Milan Kalibronov, c'est le premier film de ce que l'on appelle la trilogie du milieu, donc composé, donc le premier Milan Kalibronov, le deuxième c'est Passeport pour 2 tueurs, La Malordina, enfin il y a un nom, il y a beaucoup de noms chez Di Leo, c'est difficile de s'y retrouver au niveau des titres, et le troisième effectivement c'est le boss, avec entre autres Henri Silva. Et c'est vrai, quand on voit son cinéma, quand on voit ses acteurs, donc il faut quand même saluer l'acteur principal, Gastone Moschine, avec sa gueule, on l'a très bien dit, qui est vraiment impassible, patibulaire, quoi. C'est Hugo Piazza, un acteur prolifique, qui a fait beaucoup de comédies à la base. Il a joué par exemple Don Camillo dans des choses comme ça, hein. Le rôle le plus connu de Gastone Moschine, je pense, du point de vue cinéphile, c'est le rôle de Don Fanucci dans le Parrain 2, hein. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que Milan Kalibronov sort en 72, la même année que Le Parrain de Coppola. Et c'est vraiment 2 visions à l'opposé total du crime organisé. Coppola, c'est le crime, la mafia romantique, mythifiée, ce qui n'est pas du tout le cas chez Di Leo. Et on peut aussi saluer d'autres grands metteurs en scène avec qui Gastone Moschine a tourné. On peut citer Sergio Corbucci, Bernardo Bertolucci dans Le Conformisme, où il est tout le temps avec Trintignant, ou encore Mario Monicelli. Et il faut aussi le dire, le tour de force du film,
C'est la séquence d'ouverture qui est hallucinante, qui imprime littéralement la rétine, juste avant le générique, quasiment sans dialogue, qui donne immédiatement le ton, qui montre comme ça l'argent sale, qui passe par toutes les strates de la ville de Milan, qui passe de main en main, avant un massacre d'une violence, mais vraiment, hein, même je pense pour nous qui sommes assez aguerris de ce type de film, on va dire même des films violents à la Quentin Tarantino, c'est vraiment une violence qui est... elle fait vraiment mal, hein. C'est-à-dire en quelques minutes seulement, tout est dit, quoi. C'est-à-dire vous avez la ville, l'argent et le sang. Et vous avez comme ça, dès le début du film, une pure stylisation, on pourrait dire, dans la mise en scène de Di Leo, avec entre autres, il faut aussi le saluer, la musique de Luis Enriquez Bacalov, qui a collaboré à l'époque avec un groupe progressif de rock, le groupe Osana, et je trouve comme ça, entre ces images comme ça très cut, avec cette musique qui est très pop, très rock, sur le cheminement de l'argent, sur les exactions comme ça des membres de l'organisation, et puis les explosions de violence très cut, il y a vraiment un effet qui te saisit, quoi. C'est vraiment, vraiment, ça fait mal dès le début du film, et c'est souvent ça en fait, le cinéma de Di Leo, c'est-à-dire au niveau de la mise en scène, c'est extrêmement dynamique. La caméra est souvent, je trouve, à l'épaule. Un aspect vraiment comme ça pris sur le vif et toujours allié comme ça à un sens du rythme. Il y a une vraie musicalité, je trouve, dans sa mise en scène. Les cadres sont extrêmement précis chez lui. Toujours composés en plongée ou en contre-plongée à des moments clés du film, au moment où le rapport de force s'inverse justement, où la psychologie... un type de psychologie prend vraiment le dessus et ça renforce vraiment en fait oui cette caractérisation des personnages. Il y a souvent des mouvements de caméra comme ça, des zooms qui étouffent en fait littéralement les personnages. Enfin tu vois, c'est vraiment un système qui les un peu comme un python, quoi, c'est-à-dire qu'il les serre, qu'il les oppresse de plus en plus, où il est vraiment impossible de s'échapper. Il y a ce côté-là, voilà, chez Di Leo, qui évidemment, comme tous les poliziotesco, travaille le cadre urbain, avec la ville de Milan, voilà, qui est montrée dès le début du film, voilà, avec des plans comme ça, des plans objectifs, des plans zénithaux, comme ça, qui te montrent dès le début, quoi. T'as une chape de plomb criminelle qui surplombe la ville et même l'Italie entière. Voilà, c'est le type de plan qu'on retrouve dernièrement, par exemple, dans l'excellent Dernière nuit à Milan, voilà, avec Pier Francesco Favino. Voilà, on est clairement dans cette tradition-là, et dès le début du film, vous avez une séquence qui va vous emporter et qui va littéralement non seulement vous faire découvrir un grand metteur en scène, mais quasiment un genre tout entier. Ah oui, tout à fait. Sur cette scène du tout début, c'est vraiment monté avec nervosité quand je parlais de cette partie-là. C'est-à-dire que même dans les personnages secondaires, où un homme de main, c'est Pasquale, qui a toujours son tic d'épaule, et on voit ce côté nerveux par le tic d'épaule, alors que voilà, c'est un homme de main bon, qu'on va retrouver beaucoup, mais qui reste secondaire. C'est très Fumetti, c'est très bande dessinée à l'italienne, quoi. Et en fait, c'est ce qu'on voit, c'est une construction vraiment mécanique, c'est une précision vraiment, je pense, d'horloger suisse. C'est vraiment amener le public à s'intéresser au contenu et au parcours de Scully, qui va être le moteur finalement de l'histoire, je trouve, parce que finalement, ça va être l'origine, même si c'est un peu un MacGuffin, mais c'est un peu l'origine de la raison des différents parcours des personnages. Et en effet, comme tu dis, pas de dialogue, il n'y a que la musique, et moi en fait, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'il y a différents coursiers, les coursiers qui doivent aussi rapporter au téléphone à Mario Adorf. Il faudra parler aussi de lui, le personnage de Rocco, qui lui chapeaute de loin au téléphone, justement, savoir si l'opération se passe bien, parce que finalement, c'est lui en fait qui est responsable du bon déroulement. Et on voit comme ce morceau de Luis Bacalov et d'Osana, on voit qu'au départ, il commence de façon c'est classique, hein, voilà, tout se déroule bien normalement sans trop d'accro, et en fait on a une rupture dans le morceau où on passe un petit peu du côté, une veine un peu classique à une rupture pop, et en fait c'est là où il commence peut-être en effet à avoir un problème dans un circuit bien huilé, voilà, un petit grain de sable. Donc en effet il y a une rupture avec ce style, et ça permet en fait, c'est ce qu'on voit de voir aussi la rage de ce personnage de Rocco, joué par Mario Adorf, qui, voilà, il y a un petit côté comme ça, Joe Pesci, ou comment dire, assez nerveux. Physiquement, il me rappelle assez Jean-Pierre Castaldi croisé José Garcia, tu vois, un peu. Ouais, il y a un côté aussi très BD, avec
avec sa gomina, sa petite moustache très fine, et lui, il est enragé. Hein. Et on parle même pas en plus de Passeport pour deux tueurs, avec une séquence qui est hallucinante aussi de course-poursuite, où il perd sa femme et sa fille devant ses yeux, et le Hmm. mec, il devient de boule de rage, qui est prêt à tout, il faut une pulsion de vie et de mort à la fois, quoi. Il est prêt à tout, le mec, et c'est un excellent acteur, hein, vraiment. Hein. C'est un physique très bande dessinée, mais vraiment très nuancé. Hein. Bah, c'est-à-dire qu'en effet, c'est ça la force de chez Lillo avec ses personnages. C'est par exemple ce personnage de Rocco. C'est pour moi, c'est celui qui a quasiment la plus belle évolution du film, parce qu'on pourrait penser que c'est un gros bourrin, voilà, qui est là juste pour faire le coup de poing au nom de l'américain, etc. Mais on voit que là, par exemple, cette rage qu'il a et justement la façon dont se finit la scène avant le pré-générique, de façon très violente. Voilà, c'est là aussi où Dilio s'exprimait par la violence créative. Ça aussi, c'est que, bah, en fait, il prend cet échec des 300 000 dollars, parce que c'est un peu ça comment dire, l'enjeu. Et ce qu'on va chercher à récupérer éventuellement chez Hugo Plaza, le héros du film. Mais c'est en gros, c'est-à-dire qu'il se sent pleinement responsable de l'échec. Donc en fait, il fait payer cet échec aux trois coursiers qu'il a pu rechoper. On voit la scène aussi du rasoir, etc. C'est vraiment une rage qui n'arrive pas à contrôler. Et en fait, on voit que c'est finalement quelqu'un qui, au fil du temps, est capable de nuances, capable aussi de reconnaître les mérites des autres. Hein. C'est ça aussi, d'avoir une conception aussi du respect. Alors certes, voilà, il est loyal envers l'Américain, mais voilà, il sait aussi que l'ancien monde, parce que ça aussi c'est la confrontation, on le dira peut-être, mais c'est entre deux types de police, même si les policiers restent au bureau, et de type aussi de mafieux, de bandits, entre l'ancienne mafia et puis la nouvelle, qui a des codes d'honneur vraiment plus différents, et voire quasiment absents. Donc on voit ce personnage aussi de Rocco, comme celui de Hugo Piazza, qui sont entre deux mondes. Ça arrive beaucoup, c'est une thématique assez récurrente chez Di Leo, d'avoir des personnages comme ça sur le fil du rasoir, et qui, à un moment donné, sont à la croisée des chemins, et choisissent le bon chemin ou le mauvais chemin, qui peut avoir des conséquences négatives sur eux. Donc ce personnage de Rocco aussi, voilà, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire il peut passer pour un gros bourrin, maboule, etc. Et finalement, on verra tout au long du film, et même à la fin, qu'il a une superbe évolution finale. C'est même quasiment un des seuls personnages c'est un des personnages les plus honnêtes. Je finis juste sur ça, sur une idée, c'est que bah voilà, alors que chacun peut avoir l'idée de devenir le patron, etc. Lui, il a conscience de son rang. Il sait qu'il est un très bon homme de main, mais il se voit pas en patron. Donc en fait, voilà, il sait reconnaître aussi sa valeur. Il ne se met pas plus en avant que ce qu'il est. Mais c'est justement Jean-Baptiste Toré qui évoque ça dans l'émission Mauvais Genre, où ils avaient évoqué justement le cinéma extrêmement bien de Fernando Di Leo. Moi d'ailleurs, je vais dire la vérité, hein, c'est vraiment Jean-Baptiste Toré qui m'a vraiment initié à ça à l'époque où il faisait l'émission pendant les travaux Le cinéma reste ouvert avec Stéphane Bou par exemple. Ils avaient fait une excellente émission sur Di Leo, hein, je vous conseille vraiment de l'écouter aussi. Et lui, il te dit en fait que dans le cinéma de Di Leo, il y a en gros deux types de violence. Il y a une violence très froide, très clinique, une violence économique, une violence de l'argent, représentée effectivement dans le film par l'américain. D'ailleurs, c'est intéressant d'ailleurs, puisqu'il vient d'ailleurs, tu vois ce que je veux dire. Il y a la mafia, l'ancien temps, tu l'as très bien dit, l'ancien monde, et c'est peut-être ça aussi le côté melvillien, c'est-à-dire, ou Peckinpah, tu vois, par exemple, ou viscontien, c'est-à-dire un monde disparaît, une certaine idée du crime disparaît au profit en fait d'une autre organisation qui est beaucoup plus froide, beaucoup plus violente en fait, qui est basée que sur l'argent. Et t'aurais dit voilà, face à cette violence-là, cette première violence, on va dire administrative presque, tu as une violence effectivement pulsionnelle, des sentiments, une violence humaine on pourrait dire. Et le personnage joué par Mario Adorf dans les différents films de Di Leo, c'est vraiment ça. Hein. C'est-à-dire que ça explose en fait littéralement, il peut pas se contenir quoi, c'est vraiment de la rage, c'est vraiment des émotions vraiment à l'état brut. Et cette fin effectivement, moi je l'aime beaucoup parce qu'en plus le film est construit de manière symétrique, c'est-à-dire que tu as cette première séquence hallucinante avec cette tension qui monte crescendo avec les trois différents
tu l'as très bien dit, hein, les trois différents livreurs, c'est-à-dire t'as le coup du rasoir, t'as la femme battue aussi, mine de rien, qui est quand même tabassée au début du film. Hein. T'as après une explosion, littéralement, hein, presque BD, quoi. C'est presque Bibi et Coyote, quoi. T'as littéralement les bâtons de dynamite, paf, ils les font exploser. T'as 3 minutes de film, t'as déjà trois quatre morts. Et la fin du film, on va pas la dévoiler, mais c'est vrai que cette mélancolie-là, on va dire, qui est très bien représentée par le personnage de Philippe Leroy, par exemple, avec le parrain aussi, le vieux parrain, c'est-à-dire il y a un vieux parrain qui est fatigué, qui est aveugle, qui vit voilà, un peu dans une sorte de taudis, quoi. Comment on pourrait dire, ce code d'honneur-là, qui est en train de disparaître au profit d'un crime, on va dire, économique, capitaliste, on pourrait dire, et ben à la fin ressurgit d'une manière inattendue avec ce personnage qui est un peu comme le personnage de Hugo Piazza, c'est-à-dire c'est vraiment des prolos du crime, quoi. C'est vraiment des rouages, en fait, des petites mains. Comment les deux, finalement, parce que c'est aussi le cas de Gaston et Moschine, hein, qui est impassible pendant tout le film, on sait jamais ce qu'il pense, en fait, c'est vraiment un taiseux. Comment Mario Adorf, comment Moschine, mais surtout Mario Adorf, à la fin, va rétablir finalement, quelque part, dans un excès pulsionnel, encore une fois, un code d'honneur, en fait, qui n'existe plus. Là où c'est très intéressant, où les anonymes, on pourrait dire, les gens normaux, eux, ils vont se laisser complètement corrompre par ce système, en fait. Tu vois, cet argent sale qui passe de main en main, finalement, eh ben, il va même contaminer, entre guillemets, les gens normaux, quoi. Et le personnage, justement, il faut l'évoquer aussi, de sa copine, là, Barbara Bouchet, qui intervient dans le film d'une manière, c'est extraordinaire aussi, dans une contre-plongée, mais vraiment, mais totale, quoi. L'angle, il est quand même extrême, quoi. Une séquence de boîte de nuit, de nightclub, qui a inspiré d'ailleurs Robert Rodriguez pour Grindhouse, le personnage de Rose McGowan, c'est clairement une référence assumée. Ce personnage-là, il arrive comme ça, moi j'ai presque pensé en voyant le film, je l'ai revu là pour l'émission, un peu aux séquences, tu sais, du Pacha quand Gabin il débarque dans la boîte de nuit, où il voit comme ça ses filles à moitié à poil qui dansent, quoi. Surtout au niveau du design aussi de son appartement après à Barbara Bouchet, quoi. Et dès le début, en fait, elle instaure un rapport de force. Et c'est très très fort dans son cinéma. Il joue beaucoup aussi sur les inserts, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, sur les inserts des personnages. Le placement des personnages dans le cadre dit toujours quelque chose chez lui. Et elle débarque comme ça avec cette contre-plongée, avec des cadres. La caméra se retourne, hein, littéralement. Hein. Elle fait littéralement tourner les têtes, quoi. Et ça te montre dès le début. Il y a quelque chose quand même en tant que spectateur, tu te fais. Alors certes, elle est très belle, elle est à moitié dénudée, quoi. Elle danse d'une manière très subjective, mais tu sais dès le départ qu'elle va avoir une importance capitale dans le récit et que quelque chose va déconner avec elle. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire je crois que c'est ça au bout de 38 minutes de film. Et en fait, le film, avant qu'il sorte, était déjà vendu sur son image, parce qu'il y avait eu une fausse suite de la scène. Justement, c'est 3 minutes dedans. C'est quand même une sacrée scène. Donc avec justement Diléo, la production, qui avait fait venir un journaliste et photographe pour prendre les photos. Tout le plateau était fermé aux journalistes, à part à un. Et donc, dès le lendemain, les photos, avant même que le film sorte, étaient dans la presse. Je crois que c'est Chronica di Roma, je crois, le journal. Et donc, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'elle est présente finalement très peu de temps à l'écran, mais elle a une importance dans le récit assez importante. Et ce qui fait que c'est ce qui va aussi permettre de revoir le film. Le film, il a une capacité de revisionnage aussi bien pour ses qualités que pour, justement, quand on connaît la fin, de revoir un petit peu les comportements des personnages. Et en fait, ce personnage, il a aussi une importance, parce que comme tu as dit, le personnage d'Hugo Piazza, enfin Gaston Moschine, il est assez impassible quand il est face aux policiers, quand il est face à ses comment dire, les membres de la mafia ou des bandits. Et en fait, il y a que avec Nelly, avec Barbara Bouchet, qu'il parle vrai, en fait, qu'il enlève la carapace finalement. C'est ce qu'on voit, c'est-à-dire que il va dire voilà, quand il voit le bel appartement, il dit voilà, bah tu me dois rien. Si tu as eu des aventures, voilà, 3 ans c'est long pour n'importe qui. Pareil, il dit les plans, c'est voilà, tant que l'Américain croit que j'ai l'argent,
je suis en sécurité, voilà, ou je suis pas venu te voir dès que je suis sorti de prison, parce qu'hier je ne savais pas encore si je vivrais. Là c'est le cas, donc je viens de voir. C'est le seul en fait avec parce que là on a un personnage quand même assez mutique. C'est le personnage de Nelly, c'est le seul avec lequel le héros parle vrai ou parle tout court. Et il y a un truc qui est formidable aussi, je trouve, chez Fernando Di Leo, et c'est souvent le cas dans l'ensemble de ses films. Il y a comme ça une utilisation, je trouve, assez savante aussi de l'ellipse. Comme si, en fait, dans les plans manquants se trouverait la vraie dramaturgie du récit. En gros, l'argument du film, c'est où est l'argent? Toi, qui a piqué le pognon? Est-ce que c'est Piazza ou pas? Voilà. Et comme on est de son point de vue, dès le début du film, on se dit, c'est pas lui qui a l'argent, il est innocent, il va tenter de se défendre. Et c'est ça, en fait, l'intérêt, je trouve, de sa mise en scène. Et là-dedans, il y a presque un côté un petit peu sémiologue, je trouve, un peu à la Dario Argento. Tu vois, qu'on retrouve, voilà, exemple le plus éloquent dans Profondo Rosso, là, voilà, tu sais, il te manque une pièce du puzzle, et le film va essayer, à travers l'enquête, de, comme ça, retrouver quelque chose qui, finalement, était présent, en fait, dès le début, en fait, qui était présent sous nos yeux. Et je trouve chez Deleo quelque chose d'extrêmement ludique grâce à ça et qui nous implique littéralement dans le récit, au-delà même du coup de la mélancolie voilà, qu'on a évoquée vis-à-vis d'un monde qui disparaît, vis-à-vis de Moskin qui se couche finalement, on pourrait dire dans tous les sens du terme, avec le personnage de Nelly Borden. Voilà, ces phrases un peu clés, genre «la mafia est morte». Et c'est très touchant, c'est très très beau. Il y a un code d'honneur qui ressurgit comme ça. Et moi, c'est un film pour ça qui me surprend en fait. C'est certes des films extrêmement graphiques, on l'a dit, hein, le début du film, extrêmement rythmé, extrêmement nerveux. T'es pris des fois par les sentiments quoi, chez lui. T'es pris à la gorge par une certaine émotion et ça marche vraiment très très bien pour le coup. Oui, il y a énormément cette partie-là qui est très, enfin, très fine. Et puis même, une fois, je pense que si on revoit le film en connaissant toute l'intrigue, on le voit différemment. Parce que même limite, c'est pour, comment dire, pour un des personnages, comme ça évite de dire les choses. Et peut se retrouver aussi dans un film de Clouzot. On n'y pense pas forcément. Bon, après, voilà, c'est un des films connus de Clouzot. Tu verras si tu coupes, mais au Diabolique. Finalement. Ne soyez pas diabolique, ne dites pas aux spectateurs ce que vous avez vu. C'est finalement le personnage qu'on pensait le plus honnête, le plus vulnérable, qui se révèle être le plus diabolique, parce que dans les diaboliques, c'est Vera Clouzot, avec la dernière image, le dernier plan, où quelqu'un qui est supposé être faible, finalement, elle a encore monté le coup supplémentaire quoi, en fait. Donc c'est pour ça il y a ce rapprochement avec Clouzot, c'est parce que je voulais quand même le dire dans le sens où je pense que c'est un rapprochement qu'on ne fait pas forcément. C'est très bien vu parce qu'en plus, en bon polar quand même, qu'est Milan Calibronov, il y a toujours cette question quand même de la fatalité et du destin. C'est-à-dire quoi que tu fasses, t'as beau être intelligent, t'as beau manipuler les autres, t'as beau gérer au mieux les événements qui arrivent, etc. Il y a toujours de toute façon le couperet final qui débarque et dans le film il débarque d'une manière vraiment très inattendue, hein, vous verrez, hein, enfin, on va pas essayer de trop en dire, mais c'est vraiment quelque chose qui est très fin. Et il y a un truc qu'on pourrait peut-être signaler aussi que Di Leo n'aimait pas trop dans son film, et je pense à juste titre, t'as effectivement deux flics. C'est-à-dire, t'as le personnage donc joué par Frank Wolf, le flic de droite, voilà, plus ou moins en cheville avec les malfrats, plus ou moins corrompu, donc qu'on connaît bien, hein, voilà, qu'on avait vu chez Léon, par exemple, dans Il était une fois dans l'Ouest, c'est Corbucci, par exemple, avec Le Grand Silence. Donc t'as ce flic de droite, et face à lui, du coup, t'as Luigi Pistilli, qui est un flic beaucoup plus de gauche, qui essaye de trouver, en fait, on va dire, de manière presque anthropologique, en fait, la source même du mal. C'est-à-dire que pour lui, les vrais malfrats, en fait, se situent à un niveau beaucoup plus économique ou politique. Et tous ces gens, en fait, qu'ils ont devant les yeux, tous ces malfrats qu'ils doivent arrêter, ne sont que finalement, voilà, des rouages d'un système beaucoup plus grand. Et Fernando Di Leo, en fait, n'aimait pas trop ces séquences. Il pensait qu'il aurait peut-être mieux fait de les couper. Et c'est peut-être un petit point faible du film. C'est vrai que dans leur dialogue, et même dans leur mise en scène, je trouve qu'il y a plus basique, plus en chant contre chant, on pourrait dire. Il y a quelque chose de beaucoup plus, explicatif qui alourdit un petit peu peut-être un petit peu le rythme du film. On voit trop l'idée théorique en fait qu'il y a derrière tout ça en homme, on va dire, de gauche qui était Di Leo, quoi.
Oui, bah c'est comment dire, c'est les scènes qu'il pensait supprimer. C'est vrai que les policiers, limite, le film pourrait avancer sans eux, parce que encore une fois, ils ne sortent pas trop du bureau. Il faut que commenter la situation. C'est ça aussi, c'est qu'ils ont un avis sur finalement, je vais pas dire un monde qu'ils ne fréquentent pas, mais qui ne fréquentent qu'au poste. Et par contre, faut penser à ça aussi, c'est que c'est une des particularités du cinéma de Di d'avoir juste le policier tesco bourrin. Voilà, c'est ce qui un peu élève ce genre, c'est ces scènes-là aussi. Par contre, c'est vrai qu'il y en a peut-être une de trop, c'est quand vraiment il y a une sorte de meeting ou de confrontation politique entre ces deux et où ils prennent à témoin l'ensemble des collègues, etc. Où c'est peut-être un peu trop. Et donc, mais par contre, c'est vrai que ça permet de dire, autant il y a deux façons enfin, l'ancien code d'honneur qui disparaît du banditisme, le nouveau qui apparaît, autant là aussi c'est, même si c'est un peu caricatural, c'est aussi l'ancien monde policier qui se complaît, parce que bah, justement le flic proto-fasciste joué par Frank Wolf, c'est celui qui est là depuis tout le temps, qui connaît les bandits voilà, depuis 20 ans, qui même fait perdurer le système malgré lui, en fait, c'est cette partie-là, et qui est pas au clair. C'est-à-dire que même Piazza, quand il va le voir, il se moque de lui. C'est-à-dire que, ouais, enfin, en gros, c'est son discours à Wolf, c'est en gros, en prison, vous sortez en meilleure forme que quand vous êtes rentré, alors que Moskin lui dit, bah non, enfin Piazza lui dit, non, au contraire, les prisons c'est l'enfer. Et on voit que Mercury, le commissaire joué par Pistilli, il le comprend. Et pareil, Piazza, il sait à qui il a affaire, parce que voilà, il sait aussi un fin observateur des caractères. C'est quand il demande justement, Wolf lui demande si, enfin le commissaire joué par Wolf lui demande s'il est malin. Il dit, bah voilà, moi je le suis. Comment dire, je suis pas malin. Vous l'êtes pas du tout. L'Américain, il est peut-être malin. Donc en fait, on voit qu'il méprise. Et pour finir sur cette partie-là, c'est aussi le personnage de Mercury, de Pistilli. Il est certes un peu caricatural, mais il montre aussi que le problème est plus vaste qu'un problème de personne. Entre guillemets, l'américain, c'est la face émergée de l'iceberg, mais que les problèmes sont beaucoup plus grands selon lui. Ça vient plutôt de la société ou de la politique, où on fait perdurer, en effet, avec les banquiers, avec l'évasion fiscale, les choses comme ça, qu'en fait, on s'attaque pas au vrai problème. L'américain, ça n'est qu'une conséquence, et en fait son activité depuis 20 ans, elle est consolidée par des banquiers qui voient un intérêt, parce qu'il y a une façade légale à ces activités. Ça lie jamais directement les mains, l'américain, donc c'est les petites mains qui font de ça le boulot à sa place. Et donc là, dernière chose, c'est ça aussi, c'est le côté social, où c'est, par exemple, c'est un de ses arguments, c'est que c'est les gens du Sud, les Italiens du Sud qui sont plus pauvres, qui viennent faire le sale boulot des Italiens du Nord. Donc il y a ce discours un peu caricatural, mais c'est ce qui donne une légère plus-value, on va dire, au film de Di Leo. Ça le grandit un petit peu quand même. Ça alourdit, mais ça le grandit. C'est ça en fait pour finir sur le film, parce que malheureusement le temps tourne et on est tous les deux extrêmement bavards. C'est-à-dire l'intéressant en fait vraiment dans le cinéma de Di Leo, c'est qu'il prend vraiment une autre focale, c'est-à-dire qu'il prend de la hauteur. Chez lui il y a vraiment ce côté réaliste aussi de n'importe qui, c'est-à-dire le système est tellement grand qu'il peut toucher absolument tout le monde au final. Et il n'y a pas besoin d'être un fou, d'être un malade mental, d'être un psychopathe, d'être je sais pas un tueur en série. Non, non, tout le monde est contaminé finalement par cette pensée-là, finalement, par ce système-là. Et c'est vraiment un film, au final, vraiment, je le répète, hein, d'une noirceur absolue. Personne n'est blanc. Et à la fin, qui est vraiment, je trouve, personnellement, teinté d'une ironie qui est vraiment très, très cruelle. C'est vraiment un film d'un nihilisme total. Et d'ailleurs, sans trop dévoiler encore une fois la fin est d'une violence extrême, de la même manière en fait que le film s'ouvre, on pourrait dire, et il a même eu des problèmes du coup avec la censure de l'époque. Il a dû carrément couper, sans trop en dire, dans cette séquence. Et si vous voyez le film, vous verrez, hein, là aussi ça vous marque quoi, ça, vous allez vous en rappeler. Hein.
Non, justement, il faut imaginer que ce qu'on voit à la fin, un des derniers gestes, et il faut le multiplier par 2. Voilà, ça durait 2 fois plus de temps. Voilà. Et juste pour ça, juste le côté tout le monde est contaminé. Je termine sur ça parce que c'est finalement un des personnages à part Rocco que j'aime beaucoup dans le film et on a peu parlé, mais c'est le personnage de Philippe Leroy, Kino. Juste pour dire que même ce personnage qui est très droit, qui a son code d'honneur, on est encore à l'ancienne, lui-même malgré lui va se faire contaminer aussi, et je trouve que c'est aussi encore une fois avec le personnage de Rocco, je trouve que c'est un des personnages qui ne serait-ce que par l'acteur, mais voilà, pour dire vraiment, faut imaginer les auditeurs et auditrices qu'on a parlé de différentes choses, mais qu'il y a encore limite, on a encore autant de choses merveilleuses à dire sur ce film. Donc voilà, on espère vous avoir convaincu de ses qualités. Mais c'est vrai que la dernière phrase entre guillemets de Philippe Leroy est très très belle, hein. Voilà, et dit beaucoup de choses en fait finalement du film. C'est peut-être même aussi la clé de compréhension totale du film, et c'est là où finalement la vérité jaillit et tout bascule au final. Enfin bref, t'as raison, il y a beaucoup beaucoup de choses à dire. De toute façon, c'est un cinéaste, on n'en a pas fini de faire le tour. C'est vraiment une magnifique découverte, une magnifique redécouverte pour beaucoup de cinéphiles. Et justement, le film perdure un petit peu puisqu'il y a eu une suite dernièrement, là, dans les années 2020. Donc c'est tout récent. Ouais, tout à fait. Donc j'ai pu le voir parce qu'il est dispo sur YouTube en intégralité. Bon, c'est un peu, voilà, faut un peu travailler, choper des sous-titres, les faire traduire parce que sinon on a les sous-titres indonésiens. Je sais pas pourquoi. Alors c'est une prod en fait italo-belge et on suit en fait les aventures. C'est pas les aventures. Le personnage principal, c'est le fils d'Hugo Plaza, Fernando, qui est un avocat mais qui magouille un petit peu, et là on passe de 300 000 $ dans le film original à 100 millions d'euros. Alors il y a un passage virtuel et on change d'échelle parce que ça passe de Francfort à Monte-Carlo pour arriver à Milan, donc c'est virtuel, hein, voilà, et voilà, la scène d'ouverture est un vague hommage parce que voilà, la personne qui est dans le métro monte sur la piazza del Duomo, voilà, mais bon, c'est pour le pré-générique. Et en fait, on connaît un petit peu l'état du cinéma italien aujourd'hui. Il y a certes des très bons exemples et qui montrent qu'encore il est en très bonne forme, mais on est loin de l'âge d'or en fait. Donc là, il y a un côté un peu cheap, un peu télévisuel. Alors c'est juste pour voir un petit peu un film qui s'internationalise. On retrouve Barbara Boucher qui est la mère de Fernando, parce que voilà, ils ont quand même eu un enfant, donc il vient pour juste 2-3 scènes comme ça, juste pour se faire péter le genou, voilà. On a le personnage de Rocco Musco qui revient également, mais qui n'est plus interprété par Mario Adolphe, mais par Michele Placido, tout aussi bien. Et donc, bref, ouais, ça reprend un petit peu. Il y a quelques petits hommages par-ci par-là. Il fait le coup. Il fait le coup avec une informaticienne qui s'appelle Roberta Mercury, comme le personnage, et c'est elle qui s'en va avec l'argent. C'est l'argument de départ, je ne dévoile rien. Et bref, ouais, il y a des scènes d'amour un peu cheap, etc. Mais c'est un peu bizarre, c'est-à-dire que ça permet, c'est une curiosité, on va dire ça comme ça. Si on veut prolonger l'univers, c'est juste le seul mérite du film. Et c'est très dommage aussi parce que on va dire que la fin du film, le dernier plan se répond bien à celui de l'original, et il aurait pu très bien se suffire à lui-même. Et en fait, il y a une scène post-générique qui gâche pour moi la fin du film, en fait. Voilà. Donc, certes, voilà, faut pas s'attendre à des miracles. Il y a quelques bonnes idées quand même, voilà. Mais bon, c'est vraiment à titre de curiosité. Autre tradition dont bien connue des services de police pour classer définitivement l'affaire, on traque les complices dans le même genre. Une recommandation très rapide d'un film dans le même giron. Gravelax, c'est à toi de commencer. Tu nous conseilles quoi? Un petit peu dans le même style. Alors, dans le style du policiotesco, mais un autre âge du policiotesco ou un autre ton, faut penser en effet par exemple à La rançon de la peur de Umberto Lenzi de 74, avec Thomas Milian qui est une grosse figure du genre aussi, et ça permet quand même de montrer
comment dire, un côté un peu extrême du genre, parce que dedans, en fait, Thomas Milian joue le personnage de Giulio Sacchi, qui, en fait, est un truand complètement raté. Il fait le chauffeur à la base pour un hold-up pour sa bande, et il doit juste attendre, et en fait, il est nerveux, un policier arrive, et il lui tire dessus. Jusque-là, il n'avait pas tiré. Et donc, il se fait un peu humilier voilà, par le chef de la bande, ce qui fait qu'il pense faire son propre coup avec 2 complices, parce qu'il est un peu grande gueule, hein, c'est un peu le truc de Thomas Milian. Et l'idée, c'est de kidnapper la fille du patron de la boîte où travaille sa compagne, c'est Anita Strindberg, sa compagne. Et en fait, voilà, donc pour demander une rançon, et normalement, c'est entre guillemets un plan simple, on va dire ça comme ça. Et en fait, le personnage est tellement torturé, voilà, il met en place une violence un peu sadique, ce qui fait qu'au milieu du film, on a une scène pivot comme ça de la villa, je vais dire ça comme ça, où on est un petit peu entre le giallo, le film d'horreur, le Rape and Revenge, enfin un début de Rape and Revenge. Et en fait, c'est une scène comme ça qui est pivot, puisqu'il va faire vriller le personnage vers une violence complètement sadique, psychopathe. Donc, et quand je disais, voilà, des fois, il y a la morale ou l'absence de morale. Là, on est clairement dans un personnage qui a une absence de morale. Donc, c'est vraiment un film, on va dire, extrême dans ses, dans ses propos, dans ses scènes. Et en face, on a donc le personnage du policier, mais un peu comme dans Milan Calibre 9, ne bouge pas trop, c'est Henry Silva, qui fait une sorte. Alors, c'est une des premières fois où il faisait un rôle de gentil, donc il fait une sorte d'inspecteur Harry, quoi, Walter Grandi, et en fait, voilà, qui commande beaucoup. Voilà, la police est trop laxiste, choses comme ça. Et finalement, bah, on voit que. On a une scène finale comme ça où, quand on disait l'affluence de l'injustice dans la ville, on est un peu là. Surtout que, par exemple, si on peut prendre le titre officiel du film, donc c'est La police ne peut pas tirer. Voilà. La police est impuissante face justement à ces personnages qui n'ont pas de morale ou qui sont psychopathes. C'est aussi cette partie-là, l'escalade dans la violence, et surtout aussi un petit point assez rare dans l'époque, c'est aussi une ambiguïté sexuelle du personnage de Thomas Milian. C'était pas forcément une thématique les plus en vogue à l'époque. Là, on a cette partie-là aussi un personnage, bref, très extravagant, bon voilà, on se demande toujours jusqu'où il va aller, cette partie-là aussi. Donc La rançon de la peur, ouais, c'est vraiment un poliziotesco très, très spécial, je trouve. Umberto Lenzi. De mon côté, je continue un petit peu sur la même lancée que toi. Je vous conseille un autre polar italien, cette fois-ci de Damiano Damiani, donc cinéaste prolifique, qui un peu à l'instar de Ciné Lumet a tenté de décortiquer, de dénoncer un système, on pourrait dire, de corruption généralisée vis-à-vis du monde de la justice, en lien évidemment avec les méfaits de la mafia, donc sur l'ensemble de l'Italie, sur l'ensemble du pays, et tout ça sous tous les angles possibles. Donc on peut citer par exemple l'entrave à la police dans La mafia fait la loi, le sort réservé aux femmes dans Seul contre la mafia, la société carcérale dans Nous sommes tous en liberté provisoire, ou encore les magouilles immobilières, et c'est là où je veux en venir justement, dans l'excellent Confession d'un commissaire de police au procureur de la République, avec entre autres Franco Nero et Martine Balsam. Donc un film là aussi d'une noirceur extrême, à Palerme, où c'est un flic de terrain pragmatique joué par Martin Balsam, qui est prêt vraiment à user de toutes les méthodes même les plus dégueulasses, hein, pour faire tomber son pire ennemi, et qui s'oppose comme ça moralement à un jeune procureur idéaliste, joué par Franco Nero, qui vient tout juste d'être nommé. Mais voilà, l'ampleur du problème va tellement loin finalement qu'ils vont comprendre que ça touche même les politiques locaux, qui sont en lien avec le monde criminel vraiment intouchable, quoi. Donc sans trop en dire, parce que j'ai envie de vous laisser la surprise si vous ne connaissez pas le film, c'est vraiment un immense film que je vous laisse le soin vraiment de découvrir, de redécouvrir, et si vous ne le connaissez pas encore, vraiment vous en sortirez pas indemne, tellement ça va loin dans sa description vraiment sans espoir du crime organisé, qui est présent un petit peu comme Milan Calibre 9, absolument de partout, littéralement même dans les murs. Voilà, comprendra qui pourra, on pourrait dire, hein. Et puis voilà, vous allez avoir vraiment la musique absolument magnifique. Je me la fais très souvent à la maison. La musique sublime de Rio Ortolani.
qui va vous rester dans la tête, mais pendant un temps, vous pouvez même pas imaginer. Donc voilà, je vous conseille Confession d'un commissaire de police au procureur de la République. Là aussi, c'est une petite bombe dans le genre du néo-polar italien. L'enquête est close, on referme le dossier et on vous conseille de placer vraiment de toute urgence avec Gravelax Milan calibre 9 en garde à vue. Grazie mille, très cher confrère, pour cette très belle émission. Merci beaucoup encore une fois pour l'invitation. Ça a été un moment très plaisant et délicieux. Et je le répète, on peut te trouver dans énormément de podcasts. Voilà, on peut encore signaler évidemment Tu l'as vu. On peut signaler aussi Planet of the Tapes de l'ami Mergreen. Allez écouter tout ça, car franchement, avec Gravelax, qui est un véritable puits de science en cinéma, et je pèse mes mots, vous ne serez pas déçus, vous allez apprendre des tas de choses. Donc un immense merci à toi, vraiment, d'avoir évoqué si bien ce très grand film, toujours trop peu connu malheureusement. On a essayé de vous le faire découvrir, qui est donc Milan calibre 9 de Fernando Di Leo. Quant à nous, on se donne rendez-vous très vite pour évoquer un autre polar au cinéma. N'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube de l'émission, à la partager si cela vous a plu, et à nous mettre le maximum d'étoiles sur les applications de podcast. Merci encore et à très vite dans Bien connu des services de police.